Il y a quelques semaines, la région Sud adoptait le premier budget vert d'Europe en séance plénière, 5 ans après le lancement de son premier plan climat. Une politique ambitieuse qui se construit autour de 5 piliers, l'air, la mer, la terre, l'énergie et les déchets. Le conseiller régional de la région Sud, Christophe Madrol, et président de l'Union des centristes et écologistes, est là pour nous en parler. Bonjour à vous et bonne année. Bonne année à vous, bonne année à tous nos auditeurs. Le budget vert prévu pour les dépenses de 2023 s'élève à 2118,2 millions d'euros, avec une part importante, 802,5 millions d'euros consacrés au transport, mobilité et grands équipements. Qu'est-ce qui est envisagé dans ce domaine pour améliorer la situation actuelle ? Vous savez, c'est un budget global. La volonté du président Muselier, comme il s'était engagé lors de la campagne des régionales, c'est d'arriver à faire un budget 100% vert. Nous avions un outil qui s'appelait la COP d'avance. Nous avons aujourd'hui un outil de 100% budget vert. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les aides, toutes les subventions, tous les accompagnements régionaux pour la mobilité, pour l'aménagement d'une place, pour l'aménagement d'un lycée, pour l'aide qu'on pourrait amener aux associations, devront répondre à des critères liés à la transition écologique et liés à la sauvegarde de la planète. C'est la première région d'Europe à se doter d'un budget 100% vert. J'entends les critiques, j'entends ceux qui disent qu'on ne va pas assez vite, j'entends ceux qui disent qu'il n'y a pas assez de trains, entre Aix et Marseille par exemple. Oui, mais aujourd'hui, la volonté politique que nous avons au niveau régional, c'est de répondre aux exigences planétaires. Le 6e rapport du GIEC nous montre qu'il y a une urgence liée à la protection de l'environnement, au réchauffement climatique. Nous, la majorité autour de Renaud Muselier, nous y répondons avec ce budget 100% vert. En somme, votre mot d'ordre, c'est « on n'a pas le temps de critiquer, il faut agir ». Agir. Il y en a marre du blabla en matière d'écologie. Il y en a marre de ceux qui disent, souvent qui ne sont pas aux responsabilités, il faut que, il y a qu'à. Aujourd'hui, nous, on sort du yaka, on sort du faut que et on agit avec pour ce budget 100% vert. C'est des millions d'euros que l'on propose à nos concitoyens pour pouvoir, à notre niveau régional, contribuer à la sauvegarde de la planète. Vous savez, je racontais l'autre jour en séance plénière cette histoire de ce petit oiseau qui prend de l'eau pour éteindre un feu dans la jungle et à son niveau, il agit. Voilà, et à notre niveau, nous agissons. On comprend l'importance du secteur des transports dans notre région, mais d'autres secteurs ont leur importance. Pouvez-vous nous éclairer sur la répartition des autres secteurs et l'incidence du budget vert dans les différentes branches ? Je ne vais pas saouler nos auditeurs avec de la comptabilité régionale. Vous savez, je ne vais pas vous dire à tel million sont mis à tel endroit. Ils vont sur le site internet de la région et ils auront une explication beaucoup plus rapide que ce que je pourrais vous donner. Je ne suis pas un agent comptable régional. Je suis un élu politique qui donne les orientations régionales. Quand, avec Renaud Muselier et sa majorité, on décide de faire plus pour l'environnement, plus pour la sauvegarde de la planète, eh ben, on demande à nos services qui sont ultra compétents et que je salue avec l'ensemble des comptables régionaux qui vont mettre l'argent où c'est nécessaire pour faire de notre région la région la plus verte et la plus belle du monde. Mais il y a quand même quelques disparités entre les transports, les lycées, vous voyez ce que je veux dire, sur 2118,2, 802,5. Mais moi, je ne suis pas comptable, madame. Moi, je ne suis pas comptable. Je n'ai pas une formation de comptable. J'ai une formation de sciences politiques d'Aix-en-Provence. Et je salue tous mes amis formés à Aix-en-Provence pour pouvoir donner des orientations politiques. Ensuite, nos concitoyens, librement, iront voir sur le site de la région et voir la répartition financière. Sincèrement, et je ne vais pas mentir à nos auditeurs de Radio JM que j'aime, c'est qu'à un moment donné, je ne vais pas voir quels sont les euros mis à tel endroit, à tel endroit. Moi, ma volonté aujourd'hui, c'est que notre région s'engage dans le cadre de la transition écologique pour la sobriété énergétique. Quand on propose plus de transports en commun, quand on propose plus d'arbres, puisque l'ambition, c'est 5 millions d'arbres posés dans notre région, quand on propose des aires marines protégées, quand on propose les ports propres, quand on propose le branchement à quai des bateaux pour éviter les pollutions, c'est ça l'engagement politique que je porte. J'entends bien votre propos.
D'ici 2024, la région Sud va créer 3000 emplois supplémentaires pour assurer la transition écologique. Quels profils sont recherchés en priorité? Des gens qui ont envie de bouger, qui comprennent que l'urgence, c'est la transition écologique, que des gens qui s'investissent au niveau du monde associatif, des gens qui savent que l'avenir, c'est la protection de l'environnement et de la planète. On n'a qu'une seule planète. On n'a pas une planète bis. On n'a pas, comme au moment du traité de Maastricht, un plan B. Il n'y a pas de planète B. On n'a qu'une seule planète et nous vivons sur cette planète. Et nous le vivons, nous. Et dans la communauté juive, nous le savons très bien aussi. Nous savons très bien ce qui se passe au niveau du réchauffement climatique. Et nous savons très bien la question de l'eau. Tous ces sujets-là, ce sont des sujets que nous souhaitons partager avec nos concitoyens. Donc le profil des 3000 agents, vous me l'apprenez, vous voyez, je ne suis pas non plus un agent comptable de la région, des 3000 agents qui pourraient être embauchés à la région sur les profils, ce sont des profils de gens qui doivent être sensibilisés sur cette question de protection de la planète. Et alors, les citoyens de notre région pourront-ils connaître l'empreinte carbone de chaque politique publique? Ah, je le souhaite. Ça doit être un des indicateurs que nous mettrons en place. Ça va être une obligation d'ailleurs dans les directives européennes du paquet climat, comme on dit Fit for 55, c'est ce qui va être voté au Parlement européen, proposition de la Commission européenne. Donc la région mettra effectivement des indicateurs liés aux politiques publiques dans lesquelles la région va s'engager. Une information positive. Lutter contre les passoires thermiques fait partie des défis de la région Sud et les Hautes-Alpes comptent 30,2% de passoires thermiques. Comment y remédier? Vous avez fait un travail extraordinaire avec les chiffres. Et ben justement, avec récupérer les financements européens dans le cadre du paquet vert qui a été décidé. Vous savez, Renaud Muselier dit que c'est un gabion. Vous savez, il va chercher les financements où il faut les chercher. On va aller chercher les financements au Parlement européen pour pouvoir répondre à l'exigence des passoires thermiques, pour pouvoir répondre aux travaux qui seront faits de rénovation, puisque ça va être aussi une obligation de la Commission européenne et la région appliquera les décisions de la Commission européenne, car nous sommes fondamentalement européens. Comment être au rendez-vous des 6 enjeux définis par l'Europe et retenus par l'État, tout en œuvrant pour la croissance économique essentielle à la région? Oula, il faudrait une émission entière pour répondre à ça. Vous savez, madame, c'est une réponse. Nous, tous nos enjeux aujourd'hui, c'est récupérer l'argent de l'Europe disponible pour pouvoir investir sur notre territoire pour nos concitoyens. Vous savez, moi, je suis un petit conseiller régional de base, président d'une commission. Le président Muselier est un président d'une région qui fait 5 millions d'habitants. Nous, notre ambition, c'est agir pour nos concitoyens. Ce qui se passe à l'autre bout du monde, on en tient compte. On en tient compte. Ce qui se passe au niveau de l'Europe, on en tient compte politiquement. Mais aujourd'hui, vous savez, nos concitoyens, ils veulent des réponses efficaces à leur porte. Ils ne veulent pas simplement savoir ce qui se passe et quel soutien nous amenons dans d'autres pays. Donc récupérons les financements européens pour pouvoir répondre aux exigences comme les passoires thermiques dans ces fameux lycées des Hautes-Alpes. Plus de 30 milliards d'euros seront alloués par l'Europe, l'État et la région sur la période 2023-2028. Comment vont-ils se répartir? Ils vont se répartir justement avec les critères que j'ai énoncés tout à l'heure, liés aux piliers sur l'air, sur la mer, sur les transports, sur la politique de la ville, sur la politique environnementale, sur le développement économique sur nos territoires. Développer l'économie parce que ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse. 2, pouvoir protéger l'environnement tout en développant l'activité sur nos territoires. Et 3, faire de notre région la plus belle région du monde où on y vit bien. Et en cette début d'année 2023, c'est ce que nous souhaitons tous, c'est pouvoir vivre bien sur nos territoires. Nous sortons de 3 ans de souffrance et l'avenir n'est pas forcément plus radieux. Tout dépendra aussi de la guerre en Ukraine. Nous verrons bien ce qui va se passer, bien sûr. Les incidences de la guerre en Ukraine liées à la question énergétique, il y a une vraie question. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas que l'Ukraine. Le monde est aujourd'hui, avec la montée des empires, avec la volonté belligérante de certains pays, dans une situation compliquée. Donc protégeons-nous et essayons au niveau régional, avec Renaud Muselier, avec sa majorité, de nous protéger en mobilisant les financements où il faut pour garder cette région la plus belle région d'Europe. L'un des 6 enjeux de la région est la protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Le projet de la carrière de Mazogues n'est pas du ressort de la région, mais il est bien sur le territoire de la région Sud, sur un site Natura 2000.
Le fait que l'État finance les régions leur interdit-il de mettre leur veto sur un site classé Natura 2000 comme Mazog? Non, moi je pense que ce dossier, je le connais bien parce que j'ai beaucoup d'amis écolos qui combattent cette carrière de Mazog. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je dois rencontrer dans le cadre du parc de la Sandbaume l'ensemble des personnes, puisque je siège au parc de la Sandbaume. Donc c'est un dossier qui est sur mon bureau et qui sera à l'ordre du jour du prochain conseil syndical de la Sandbaume. Eh bien, merci de le rappeler. Avec la flambée des coûts de l'énergie, la région sud devrait tirer profit de son potentiel par le biais des énergies renouvelables. Tous les acteurs du territoire pourront-ils contribuer à l'ambition de la neutralité carbone en privilégiant l'autoconsommation? Oula, là encore, vous me posez des questions très philosophiques. La région s'est engagée sur l'éolien marin. Vous savez que c'était un combat compliqué. Et même nous avons eu à agir face à certains écologistes, que je ne comprends pas, parce que moi qui suis un vrai écologiste, je peux vous dire que l'éolien marin, c'est un plus, puisque je suis pour un mixte énergétique, et donc développer l'éolien comme le solaire est une priorité pour moi. Et quand je retrouve certains de mes amis écologistes contre moi sur des projets d'éolien marin, ça me fait doucement rire. Donc aujourd'hui, nous allons développer de l'éolien marin à Fos-sur-Mer, et on aura une vraie capacité de créer de l'énergie propre dans notre région. Nous continuons à développer le plan solaire, nous allons développer d'autres éléments liés à l'énergie propre, et ben c'est ça, c'est le mixte solaire, mixte lié au vent, l'éolien, le mixte de la thermo-chaleur qui sort du sol, lié aussi à la question des marées, puisque nous avons des petites marées de la houle en Méditerranée, parce qu'il y a des recherches qui sont faites aujourd'hui, et j'ai un rendez-vous cet après-midi avec un des chercheurs qui travaille sur la question de la houle qui est installé à Aix-en-Provence. Tout ça doit nous permettre de pouvoir avoir une énergie propre à disposition de nos concitoyens. On parlait d'énergie propre. Il semblerait que tous les moyens soient bons pour relever le défi de la transition énergétique. Je fais référence à la destruction de 17 hectares de forêt à Cruys, dans les Alpes de Haute-Provence, pour agrandir le parc photovoltaïque. Sachant que la plantation de 5 millions d'arbres fait partie des actions concrètes du budget 100% climat, on a du mal à suivre la logique. Pourquoi? Je ne vois pas où est Vous savez, les espaces aujourd'hui naturels, ils sont protégés par la région, puisque 80% de notre patrimoine naturel est protégé par des parcs régionaux ou des parcs nationaux. Qu'on prenne de l'espace pour faire du photovoltaïque, en tant qu'écologiste, moi, ça ne me gêne pas. Vous savez, on est dans une situation aujourd'hui où on doit être dans le gagnant-gagnant. Gagnant pour la nature, gagnant pour le développement économique de notre territoire. Donc, j'entends certains écologistes qui veulent protéger tout et partout. Sur le fond, ils ont raison, mais la réalité, elle est où? Comment on crée aujourd'hui des centrales photovoltaïques? Comment on développe les énergies propres si on est contre le photovoltaïque et qu'on est contre l'éolien? Moi, je ne suis pas schizophrène. Je suis pour le développement des territoires. Je suis pour une sobriété énergétique, mais où nos concitoyens ne payent pas l'énergie 4 ou 5 fois son prix. Je suis pour une énergie locale. Je suis pour aider nos concitoyens régionaux. Donc oui, si nous devons amputer parfois certains espaces naturels pour créer du photovoltaïque ou mettre de l'éolien comme nous le faisons au large de Fos-sur-Mer, faisons-le. Ne jouons pas contre notre camp, jouons ensemble pour 1. Protéger nos territoires, 2. Créer un mix énergétique positif et 3. Permettre à nos concitoyens de sortir de cette angoisse permanente de ne pas savoir comment payer l'énergie à moindre coût avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Ma question c'était, on aurait pu le faire ailleurs. Ah oui, où? Simplement que, quand on parle qu'on va planter 5 millions d'arbres et qu'en parallèle on détruit 17 hectares de forêt... Mais il n'y a rien à voir. Les millions d'arbres, c'est pour pouvoir revégétaliser les centres-villes des villes. C'est pour pouvoir recréer, après les feux que nous avons eus liés aussi au changement climatique, on va replanter des arbres, des essences d'arbres qui vont moins brûler. C'est ça les 5 millions d'arbres. C'est s'inscrit dans une politique globale. Donc ce dossier-là, de cœur, je ne connais pas plus particulièrement. Moi, c'est le combat que j'ai mené, c'était pour les éoliennes marines, où j'ai vu les écologistes se mobiliser contre le projet d'éolien marin. On est un peu dans une schizophrénie. Donc moi, je vous dis que si on doit prendre quelques hectares de terrain pour faire du photovoltaïque, pour créer une énergie, ça ne pose strictement aucun problème. Très bien. Alors, la part du bio dans les surfaces agricoles de la région de 35,8% est importante. C'est bien, très bien même. C'est pourtant l'Occitanie qui a été élue meilleure région biologique d'Europe.
Où en est la transition vers l'agriculture biologique dans notre région? C'est une priorité de ma collègue vice-présidente de l'agriculture. Elle l'a annoncé. Nous allons, là encore, ça va être les indicateurs du plan 100% vert. Nous allons accompagner la transition du monde agricole vers plus de bio en les aidant financièrement. Ça s'inscrira dans le budget 100% vert. D'ici 2024, les communes devront diminuer leur consommation d'énergie de 10%. Elles vont bénéficier de 20 millions d'euros d'aide de la part des régions. Les réseaux intelligents sont un outil essentiel pour parvenir à relever le défi. J'ai pas compris la question. Je parle des smart grids. Oui. Par rapport à le fait que les communes doivent diminuer leur consommation d'énergie. Oui. Le high-tech, la smart city, ça permet quand même de réduire la consommation d'énergie. Je sais pas. Je ne connais pas ce dossier du tout. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'une des exigences de Renaud Muselier sur l'ensemble des bâtiments de la région, c'est que vous aurez d'ici 2024 l'ensemble des bâtiments de la région qui seront éclairés avec des LED. Même nos salariés régionaux devront mettre des pulls puisqu'il a été décidé de baisser les températures dans les bureaux. Donc on fait les efforts nécessaires au niveau régional, mais les smart green, les trucs comme ça, moi je comprends rien déjà au smart green pour commencer, et mon anglais smart est très faible. Oui. Smart quoi? Smart grids. Yes, if you want. L'hydrogène vert, l'une des clés de la décarbonation, fait-il partie des solutions? C'est une priorité. Et là, j'ai inauguré à la fin de l'année de 2022 la première entreprise d'hydrogène portée par Samfi Invest avec l'ensemble sur le port. Oui, c'est une solution. Ensuite, faut attention, l'hydrogène vert, le vert doit être produit à partir d'énergie propre. Et aujourd'hui, ça ne peut pas être le nucléaire qui soit considéré comme une énergie propre pour créer l'hydrogène vert. Traiter la question de l'hydrogène doit être une priorité, mais que le vert soit réellement vert. C'est-à-dire que l'énergie nécessaire pour casser la molécule d'eau, c'est de ça dont on parle, soit vraiment issue d'une énergie propre, c'est-à-dire photovoltaïque en gros, et que ça ne soit pas quelque chose qui vienne d'une autre énergie, qui soit une énergie qui soit carbonée. On comprend tout à fait. Les tourbières constituent... Vous avez compris ce que j'ai dit là? Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, je me suis même pas compris quand j'ai parlé, moi. C'est trop intelligent, peut-être. Non, c'est une blague. Allez-y, vous pouvez le garder. Hein. À la radio, ils ont l'habitude sur Radio JM. Merci beaucoup Christophe Madrol pour cette interview qui permettra aux auditeurs d'en savoir un peu plus sur l'un des enjeux majeurs des années à venir. Merci à vous et puis meilleurs vœux à tous nos auditeurs. Que cette nouvelle année soit dans la paix, que nos relations en tant qu'État d'Israël soient beaucoup plus posées, que nos difficultés que nous rencontrons sur la scène internationale soient beaucoup plus transparentes, qu'enfin que le gouvernement, déjà autour de Benjamin Netanyahu, se fédère et se structure. Et moi, j'appelle à la paix, à la solidarité, à l'amour et à la bienveillance pour cette année 2023. Je souhaite à toute l'équipe de Radio JM et à mon amie Elsa beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent. Et vive la vie, vive la paix, vive la région sud. Eh bien, merci pour ce beau message. Je vous remercie à vous.